Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Academy. Aujourd'hui, on va faire la physiologie des récepteurs sensoriels. On va commencer par le plan de ce cours. On va voir premièrement une introduction. Deuxièmement, classification des récepteurs sensoriels. Cette classification, premièrement selon le type de stimulus et deuxièmement selon leur localisation. Troisièmement, les caractéristiques fonctionnelles des récepteurs sensoriels. 4. Les mécanismes de la réception et de la transduction. Et 5. L'intégration de l'information sensorielle. On va commencer par l'introduction. Tous les êtres vivants disposent d'un certain nombre de systèmes sensoriels qui leur permettent d'obtenir des informations sur les aspects statiques et dynamiques de leur environnement et sur leur propre milieu intérieur. Ce système est constitué d'un ensemble de structures spécialisées appelées les récepteurs sensoriels. D'accord ? Ces récepteurs sont des formations situées à la périphérie des terminaisons nerveuses afférentes, soit réparties dans un tissu, par exemple les récepteurs de la peau, soit groupés en organes sensoriels. Par exemple, on a l'œil et l'oreille. Le rôle de ces récepteurs est la transduction, c'est-à-dire ils convertissent l'énergie d'un stimulus physique ou chimique en signaux électriques. D'accord ? Et au niveau du système nerveux central, se fait le traitement et l'intégration de messages sensoriels de modalités diverses donnant lieu à une sensation. Deuxièmement, classification des récepteurs sensoriels. On a premièrement selon le type de stimulus et deuxièmement selon leur localisation. On va commencer premièrement selon le type de stimulus. On a 5 récepteurs sensoriels selon le type de stimulus. A. Les mécanorécepteurs. De toucher, la vibration, l'étirement et mouvement des articulations et la pression. Tout ça, ce sont les stimulus des mécanorécepteurs. Deuxièmement, petit b, on a les thermorécepteurs. Mais en jeu par le changement de la température. Ils sont de deux types, au chaud et au froid. Donc on a deux types de thermorécepteurs, les thermorécepteurs au chaud et les thermorécepteurs au froid. Troisièmement, petit c, on a les nocicepteurs, répondent à des stimulations nociceptives, c'est-à-dire les récepteurs de la douleur. Susceptibles de produire une liaison tissulaire, on a deux sortes, les mécano-nocicepteurs et les nocicepteurs polymodaux. On verra ça après. Quatrièmement, petit d, les photorécepteurs, mais en jeu par des stimulations lumineuses. On a deux types de photorécepteurs, on a les cônes et les bâtonnets au niveau de la rétine. Et petit e, on a les chémorécepteurs, mais en jeu par des stimulations de nature chimique. On a trois types, les récepteurs gustatifs, les récepteurs olfactifs et les récepteurs DVCR. Donc, on a 5 types de récepteurs selon le type de stimulus. Deuxièmement, les types de récepteurs selon leur localisation. On a petit a, les mécanorécepteurs tactiles cutanés, c'est-à-dire au niveau de la peau.
Petit b, les mécanorécepteurs proprioceptifs. Et C, les récepteurs viscéraux. On va voir chacun de ces récepteurs en détail. On va commencer par petit a, les mécanorécepteurs tactiles cutanés. Ce sont des récepteurs qui informent le système nerveux central sur les sensations de toucher, de vibration, et ils sont sensibles aux déformations mécaniques de la peau, induites par le contact des objets. Il en existe 5 principaux types. On a 2 dans l'épiderme, ici, c'est la première couche de la peau. Et on a aussi 2 dans le derme, voilà. Et on a les terminaisons libres. Chacun de ces types présente des caractéristiques fonctionnelles différentes. Et chaque type transmet des informations différentes sur les objets. On va étudier chacun de ces types en détail. Donc, les mécanorécepteurs tactiles cutanés, comme on a dit, on a 5. On va les citer. Premièrement, on a les corpuscules de Meissner. On a aussi les disques de Merkel, les corpuscules de Passinet, les corpuscules de Ruffiner et finalement les terminaisons libres. On va voir les caractéristiques de chacun de ces mécanorécepteurs tactiles cutanés. On va commencer par le corpuscule de Meissner. Voilà, ici, c'est ça, le corpuscule de Meissner, dans une représentation. Situé dans la couche superficielle, voilà, plus précisément dans la jonction derme-épiderme, au niveau des zones glabres, c'est-à-dire les zones qui sont dépourvues de poils, comme les doigts et les lèvres. Sont des capsules de tissu fibreux, enferment plusieurs lamelles de cellules de Schwann et contenant un ou plusieurs fibres afférentes au centre. Leur champ récepteur, de petite taille, de quelques millimètres bien délimité. On va voir qu'est-ce que ça veut dire le champ récepteur après, d'accord? Réponse à des dépressions minimes de la peau, des mouvements légers de surface et des vibrations lentes. Et l'adaptation est rapide. Deuxièmement, les disques de Merkel. Voilà, elle est là, c'est ça, le disque de Merkel. Situé dans les couches superficielles de la peau, plus précisément la jonction derme-épiderme, comme les corpuscules de Meissner. Son densité est élevée dans le bout des doigts et les lèvres. Les terminaisons nerveuses associées à une cellule épithéliale non neuronale formant des contacts synaptiques avec les terminaisons nerveuses. Leur champ récepteur de petite taille, de quelques millimètres, bien délimité, comme les corpuscules de Meissner. La réponse à la pression légère et l'adaptation lente. Ensuite, on a les corpuscules de Passinet. Voilà, c'est ça, la corpuscule de Passinet. Sont situés dans les couches les plus profondes de la peau, voilà, ici, au niveau de derme et aussi dans les tissus subcutanés. Sont des grandes capsules en lamelles d'anion, diamètre de 1 mm,
avec une terminaison nerveuse au centre. Le champ récepteur est large, de limites floues, pouvant couvrir un doigt entier, voire la moitié de la paume de la main. Discrimination de stimuli mobiles, des vibrations rapides, représentent 10 à 15% des récepteurs cutanés de la main et l'adaptation est rapide. Les corpuscules de Ruffiner, voilà, ici c'est la corpuscule de Ruffiner, située dans les couches plus profondes de la peau, au niveau du derme, dans le tissu subcutané et des capsules articulaires. Champ récepteur large, de limites floues, pouvant couvrir un doigt entier. Une capsule allongée en faisceau, voilà, sensible aux étirements persistants que produisent les mouvements des doigts et des membres. Et l'adaptation, elle est lente. Finalement, on a les terminaisons libres. Voilà, on a les terminaisons libres, comprennent les thermorécepteurs et les nocicepteurs, c'est-à-dire les récepteurs responsables de la température et les récepteurs responsables de la douleur. Elles sont localisées dans la plupart des tissus. La plupart des tissus, c'est-à-dire par exemple les muscles, les viscères, la langue, etc. Pas juste la peau, d'accord? Petit b, les mécanorécepteurs proprioceptifs. Ils sont connectés à des fibres myélinisées de gros diamètre à conduction rapide. Ce sont des récepteurs hautement spécialisés qui informent le système nerveux central sur la position spatiale des différents segments corporels. C'est-à-dire les proprioceptifs sont responsables de la position spatiale. Ils sont de trois types. Premièrement, les faisceaux neuromusculaires. Deuxièmement, les organes tendineux de Golgi. Et troisièmement, les récepteurs articulaires. Pour les faisceaux neuromusculaires, sont situés dans les muscles, bien sûr, sensibles à l'étirement du muscle, longueur du muscle, et son adaptation est rapide. Les organes tendineux de Golgi, situés dans les tendons, sensibles à la tension du muscle, proportionnelle à la force, aux contraintes importantes et prolongées. Son adaptation est lente. Les récepteurs articulaires, situation dans les articulations, informant sur l'amplitude angulaire et vitesse de déplacement. Donc les faisceaux neuromusculaires dans les muscles, l'organe tendineux de Golgi dans les tendons et les récepteurs articulaires dans les articulations. Petit c, on a les récepteurs viscéraux. Les viscères contiennent des mécanorécepteurs signalant la distension et des nocicepteurs susceptibles de signaler une lésion ou une inflammation d'un viscère, par exemple l'appendicite et la péritonite. Quand on aura une appendicite, les récepteurs viscéraux sont responsables de la sensation de la douleur au milieu intérieur de notre corps. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit, les récepteurs sensoriels, on a deux classifications selon le type de stimulus et selon leur localisation.
Pour le type de stimulus, on a A, les mécanorécepteurs, B, les thermorécepteurs, C, les nocicepteurs, D, les photorécepteurs et E, les chemorécepteurs. Et selon leur localisation, on a les mécanorécepteurs tactiles cutanés, les mécanorécepteurs proprioceptifs et les récepteurs viscéraux. Pour les mécanorécepteurs tactiles cutanés, on a 5 de Meissner, de Merkel, de Passinet, de Ruffinet et les terminaisons libres. Et pour les mécanorécepteurs proprioceptifs, on a les fuseaux neuromusculaires, les organes tendineux de Golgi et les récepteurs articulaires. Voilà, c'est ça, tous les récepteurs sensoriels. Troisièmement, la caractéristique fonctionnelle des récepteurs sensoriels. On a premièrement le codage de l'intensité, deuxièmement le codage de durée, troisièmement le codage de la localisation et quatrièmement le codage selon la modalité. Premièrement, le codage de l'intensité. On a A, codage en amplitude, B, le codage en fréquence, et C, le codage par recrutement. On va commencer par le codage en amplitude. La première étape de codage de l'intensité d'un stimulus s'effectue par l'analyse de l'amplitude de potentiel générateur, c'est-à-dire le seuil d'un potentiel d'action, qui augmente en fonction de l'intensité du stimulus une fois le seuil atteint. Celle-ci va déclencher des potentiels d'action. Le codage va alors s'effectuer en fréquence des potentiels d'action. Donc le mot-clé de codage en amplitude, c'est le seuil. B, le codage en fréquence. L'enregistrement de l'activité électrique d'une fibre nerveuse montre qu'il existe une relation entre l'intensité du stimuli et la fréquence des potentiels d'action. La réponse du récepteur en potentiel d'action va dépendre de l'intensité du stimulus. Et c'est le codage par recrutement. L'augmentation de l'intensité du stimulus sur une surface cutanée recrute d'abord les neurones à seuil bas, puis celles à seuil moyen, et en dernier, celles à seuil élevé. Deuxièmement, le codage de durée. Ce codage est responsable de l'adaptation. C'est une perte progressive de la sensibilité des récepteurs lorsque la stimulation est maintenue. Autrement dit, pour un stimulus maintenu constant pour un certain temps, la fréquence des potentiels d'action décroît en fonction du temps d'application. Le récepteur répond à l'interruption du stimulus par un bouffée de potentiel d'action par une réponse off. La réponse correspondante à l'installation du même stimulus étant qualifiée de réponse on. C'est l'adaptation on-off. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on met nos vêtements, la première fois, on sent le tact entre notre corps et les vêtements, et avec le temps, le corps s'adapte et on ne sent rien. C'est ça, l'adaptation on-off, causée par la durée de stimulus.
D'accord? Troisièmement, le codage de la localisation. Le codage spatial de stimulus est appelé le champ récepteur. On arrive maintenant au champ récepteur. Chaque récepteur est capable de traduire un stimulus en potentiel récepteur dans une zone appelée un champ récepteur. Le champ récepteur est une zone cutanée dans laquelle un stimulus tactile évoque une réponse sensorielle de la cellule. Selon la localisation plus ou moins profonde des récepteurs, on distingue les champs récepteurs larges. On a ruffiné et passiné. C'est ça, les zones en bleu sont les champs récepteurs des passinés et des ruffinés. Et on a aussi les champs récepteurs étroits, Meissner ou Markel. Voilà. On remarque que les récepteurs qui sont situés au niveau du derme, c'est-à-dire qui sont profonds, les récepteurs de Passinet et Ruffinet, sont plus profonds, donc le champ récepteur devient large. Et au contraire ici, en Meissner et en Markel, les terminaisons sont superficielles, donc le champ récepteur devient étroit. Voilà. Plus les récepteurs sont profonds, plus le champ récepteur sont grands. Quatre, le codage selon la modalité. Chaque récepteur est spécifique d'une certaine modalité sensorielle et présente une sensibilité maximale pour un certain type de stimulus qu'on appelait indica. Tous les récepteurs sont unimodaux. Unimodaux, c'est-à-dire ils interprètent un seul type de stimulation. Par exemple, les récepteurs de la goût ne peuvent pas sentir les odeurs et vice-versa. Sauf les nocicepteurs sont polymodaux. Qu'est-ce que ça veut dire polymodaux? C'est-à-dire ils interprètent plusieurs stimulus tels que la pression, le tact et la position, etc. D'accord? On arrive maintenant à 4, les mécanismes de la réception et de la transduction. C'est dans les récepteurs sensoriels qu'a lieu la première étape du codage de l'information. Donc après la stimulation des récepteurs sensoriels, ces récepteurs sensoriels transmettent le stimulus en un influx nerveux qui va vers le nerf sensitif, ensuite vers la moelle épinière, le tronc cérébral et le cerveau finalement. Nous verrons ensuite comment le récepteur peut coder en réponse à la stimulation, l'intensité, la localisation et la durée du stimulus. Tous les récepteurs sont des dispositifs capables de convertir un signal en un message nerveux. On peut donc parler de transduction. Donc la transformation d'un signal en un message nerveux s'appelle la transduction. Le stimulus signal, soit physique ou chimique, déclenche et contrôle un mécanisme générateur d'un flux nerveux, soit dipolarisation ou hyperpolarisation, qui va faire une potentielle d'action. Le stimulus, voilà,
agit sur une structure spécialisée. C'est le site transdecteur. Il s'y crée une variation de potentiel membranaire, soit dipolarisation ou hyperpolarisation, dont le décours et l'amplitude sont fonction des variables de stimulus. Ce potentiel de récepteur, voilà, le potentiel de récepteur, au niveau de site transdecteur, produit une dépolarisation secondaire en un site membranaire plus ou moins éloigné de site transdecteur. C'est le site générateur, ici. Cette dépolarisation secondaire au potentiel générateur peut cette fois générer des potentiels d'action dès lors qu'elle atteint un seuil critique. Les potentiels de récepteurs et les potentiels des générateurs sont des variations lentes du potentiel de membrane, locales et graduables, en fonction de l'intensité du stimulus, et sommables en réponse à deux stimulus successifs. Elles présentent en général une décroissance à partir d'une amplitude maximale de départ. Ce décours rend compte de l'adaptation du récepteur. Il existe une relation simple, le plus souvent linéaire, entre l'amplitude de potentiel générateur et la fréquence des potentiels d'action, message nerveux sensoriel. Dans un certain nombre de sites récepteurs, le site transdecteur et le site générateur sont situés dans la même cellule. Et dans un certain nombre d'autres récepteurs, le site transdecteur et le site générateur sont situés sur des cellules différentes. Le site transdecteur se trouve alors sur une cellule spécialisée. Cellule épithéliale ciliée des récepteurs vestibulaires, par exemple, qui s'articule avec une terminaison du neurone sensoriel primaire de la voie afférente, où s'effectuera la genèse des potentiels d'action. Dans le cas de la rétine, le site générateur est même en deux synapses de sites transdecteurs. Premièrement, le codage de l'intensité de stimulus. Au niveau d'un récepteur isolé, la fréquence de décharge des potentiels d'action est fonction croissante de l'intensité de stimulus. À partir d'une certaine intensité luminaire correspondant au seuil absolu. C'est ça le codage de l'intensité. C'est ça le stimulus, intensité, et le récepteur potentiel. Les potentiels d'action formés sont conduits de façon générative tout le long de la fibre sensorielle. Donc, la potentiel d'action va déplacer tout au long de la fibre sensorielle. Le codage d'intensité repose également sur le nombre de canaux des récepteurs parallèlement stimulés. Ici, on a les stimulus de l'intensité, codage en intensité. Voilà, c'est ça le stimulus. Et ici, on a le récepteur potentiel. Et c'est ça, le potentiel d'action. On a une différence entre le codage en intensité et le codage en fréquence. Cette petite stimulation n'a pas à atteindre le seuil, donc on n'a pas une réponse. Et ici, le stimulus est plus fort
Donc on a une fréquence plus grande et finalement une réponse de la cellule nerveuse. Deuxièmement, le codage de la localisation stimulus. La discrimination spatiale de stimulus est indispensable dans la somesthésie et la vision. On peut définir pour chaque récepteur un champ récepteur, contour de la surface cutanée ou de la surface rétinienne, à l'intérieur duquel le stimulus doit se situer pour exister le récepteur. Il peut également exister un gradient d'excitation tel que la réponse de récepteur soit plus important et ou le seuil absolu plus bas au centre de champ récepteur qu'à la périphérie. La discrimination entre deux stimulus ponctuels suppose que les champs récepteurs ne présentent qu'un degré limité de chevauchement. Troisièmement, le codage de la durée de stimulus. Pour un stimulus maintenu constant pendant un certain temps, la fréquence des potentiels d'action décroît en fonction du temps d'application. La vitesse de cette adaptation dépend du type de récepteur. On distingue ainsi A. Les récepteurs à adaptation nulle ou lente, nocicepteurs, otolithes vestibulaires. Ils renseignent sur la valeur absolue de l'intensité du stimulus et sur sa durée. Ce sont des récepteurs toniques ou statiques. B. Les récepteurs à adaptation rapide. On a les corpuscules tactiles, récepteurs de follicules pileux. Ils traduisent les variations du stimulus en fonction du temps. Ce sont des récepteurs phasiques ou dynamiques. Et certains récepteurs sont tout d'abord phasiques, puis toniques, fibres de faisceau neuromusculaires, la rapidité d'installation d'un stimulus, la vitesse, peut conditionner l'importance de la réponse d'un récepteur phasique ou de la phase dynamique de la réponse d'un récepteur phasico-tonique. Les récepteurs peuvent également coder le début ou la fin du stimulus, c'est ça la barre noire, soit le récepteur répond à l'interruption du stimulus par une bouffée de potentiel d'action, c'est ça la réponse off. Voilà. La réponse correspondante à l'installation du même stimulus étant qualifiée de réponse on, soit lorsque le récepteur présente une réponse de type tonique, lors de l'application de stimulus, l'arrêt de stimulus peuvent être marqués par une inhibition temporaire des potentiels d'action. Voilà. 5. L'intégration de l'information sensorielle. Premièrement, les principes d'organisation des voies sensorielles primaires. L'intégration de l'information sensorielle, c'est au niveau de cerveau, bien sûr. Chaque voie comporte une succession de plusieurs neurones d'ordre 1, 2, 3. Le neurone d'ordre le plus élevé ayant comme destinée finale l'aire corticale réceptrice, de projection correspondante à la modalité sensorielle stimulée, par exemple le cortex auditif et la somesthésie. Et le neurone de premier ordre a son corps cellulaire, soit à l'intérieur du système nerveux central, par exemple la vision et l'olfaction, soit dans un ganglion périphérique comme l'audition, vestibule, somesthésie et gustation. Le prolongement périphérique de ce neurone, les dendrites, est soit une terminaison libre,
soit innerve une structure plus ou moins complexe constituant un récepteur spécialisé formé à partir d'éléments cellulaires variés, sont les cellules épithéliales. À l'exception de la voie olfactive, dont la terminaison finale se situe au niveau de rhinencéphale, tous les autres systèmes ont une aire de projection primaire sur le cortex après un dernier relais dans un noyau spécifique du thalamus. Une des caractéristiques fondamentales de l'organisation des voies sensorielles primaires est l'existence d'une correspondance topique, c'est-à-dire point par point, entre le récepteur périphérique et son aire de projection corticale. Ceci vaut pour la somesthésie et la vision, c'est-à-dire pour les récepteurs à extension spatiale, surface du cœur et la rétine. Comme pour l'audition, la cochlée. A priori, cette organisation topique, point par point, laisse supposer l'existence de chaînes de transmission linéaire de récepteurs jusqu'au cortex. Il existe cependant des phénomènes de convergence et d'inhibition latérale entre les chaînes parallèles. Plusieurs récepteurs peuvent être sous le contrôle d'un même neurone de premier ordre. De même, plusieurs neurones de premier ordre peuvent contrôler un même neurone de second ordre. Dans la rétine, par exemple, les cônes, qui sont responsables des couleurs, localisées au centre de la rétine, disposent d'une chaîne linéaire, tandis que les bâtonnets, qui sont responsables de la brillance, disposés à la périphérie, ont une chaîne afférente convergente. L'acuité visuelle est donc bien plus grande au centre de la rétine qu'à la périphérie. Au niveau périphérique, les terminaisons nerveuses se chevauchent souvent en innervant les récepteurs voisins, ce qui implique une superposition des champs récepteurs, mais la discrimination spatiale est permise du fait de l'existence d'interconnexions inhibitrices entre les chaînes parallèles. Ce qu'il a été convenu d'appeler des inhibitions latérales. Les inhibitions latérales augmentent en effet les effets de contracte et donc l'acuité tactile ou visuelle. Voilà, c'est ça, les chaînes parallèles. Cette zone au centre, c'est la région excitatrice du champ récepteur. Et la zone en périphérie, c'est ça la région inhibitrice du champ récepteur. Voilà ici les neurones. Et on a ici l'interneurone inhibiteur. Voilà. Et ici la neurone de deuxième ordre. Donc c'est ça les neurones de premier ordre. Et cette zone-là s'appelle la région inhibitrice parce qu'il y a ici les interneurones inhibiteurs. 2. Organisation du thalamus et du cortex sensoriel. 1. Le thalamus. Le noyau ventro-postérieur reçoit les afférences de tous les voies de la sensibilité extéroceptive. Il se projette sur le cortex somesthésique primaire pariétal. Les corps génoués externes ou latérales sont les centres de relais des voies visuelles. Il se projette sur le cortex visuel occipital. Des corps génoués internes ou médianes sont des centres de relais des voies auditives. Il se projette sur le cortex temporal auditif. Ces noyaux spécifiques sont organisés somatotopiquement
comme les voies ascendantes qui s'y projettent et comme les aires corticales sur lesquelles ils se projettent. B. Le cortex. Chaque modalité sensorielle a ses propres aires de projection corticale. La somesthésique pariétale, visuelle occipitale, auditive temporale. Les aires primaires sont organisées de façon somatotopique et reçoivent les projections des noyaux relais thalamiques spécifiques. Et il existe au niveau du cortex une organisation verticale en colonne de traitement de l'information. Une colonne corticale est un cylindre de cortex de 2 à 3 mm d'épaisseur, environ 300 micromètres de diamètre. À l'intérieur de cette colonne, les neurones sont activés par le même type de récepteurs situés dans le même zone du corps. Il existe un certain degré de traitement de l'information au sein de chaque colonne corticale. Certains neurones de cortex primaire sont capables de détecter la direction du stimulus dans le champ récepteur. Ils détectent également l'intensité du stimulus, l'intensité de la décharge neuronale est fonction de l'intensité de la stimulation du champ récepteur périphérique. La colonne est l'unité fonctionnelle de base du cortex cérébral. Le traitement des messages dans les premiers relais sensoriels est souvent contrôlé par les fibres provenant des aires corticales. Le rôle de ces fibres cortiquifuges est variable d'un système sensoriel à l'autre. Il peut être de contrôler directement le fonctionnement des récepteurs sensoriels eux-mêmes. Le cerveau intègre l'information provenant des yeux et des canaux semi-circulaires afin de bien se situer et se déplacer dans l'espace. À cela s'ajoute aussi l'information reçue des récepteurs dans les muscles du corps. Lorsque l'information entre en contradiction les unes avec les autres, le cerveau n'arrive pas à analyser correctement la situation. Et c'est à ce moment que l'individu souffre de nausées et de vertiges. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner à la chaîne pour avoir plus de cours, merci, à bientôt.